Cette découverte est tout à fait unique. Nous avons retrouvé des serviteurs en terre cuite qui auraient pu le servir. On a également découvert la tête des guerriers en terre cuite. L'équipe archéologique est arrivée sur place et a commencé les fouilles. Pendant plus de 2 ans, l'armée de terre cuite a protégé Qin Shi Huang, le premier empereur de Chine, qui souhaitait régner même après sa mort. Cet empereur était obsédé par la redécouverte du savoir perdu. Son ambition est de devenir de son vivant un dieu. Mais en 2025, lorsque l'intelligence artificielle de pointe a enfin scanné ces légions d'argile silencieuses, ce qu'elle a révélé a stupéfié les historiens du monde entier. Sous la surface se cachaient des détails qui pourraient se bouleverser tout ce que nous savons de son règne, de son pouvoir et de sa vision de l'immortalité. L'armée clandestine de Qin Shi Huang. Au début du printemps 1974, les terres arides des environs de Xi'an, dans le nord de la Chine, commençaient à se fissurer sous l'effet de la sécheresse. L'empereur conquit 6 royaumes et unifia la Chine pour la première fois de l'histoire. Quelques villageois de Xi'an décidèrent de creuser un nouveau puits dans l'espoir d'y trouver de l'eau. Parmi eux se trouvait un fermier nommé Yang Jifa. Il creusa l'argile pâle jusqu'à environ 5 mètres de profondeur où sa pelle heurta quelque chose de dur. Il crut d'abord à une vieille tuile ou à des tessons de poterie. Puis une tête d'argile de taille humaine roula hors de la fosse. D'autres fragments suivirent un torse des morceaux d'armure et des pointes de flèches en bronze qui scintillaient dans la poussière. Aucun d'eux n'aurait pu deviner qu'il venait de percer le toit de l'un des sites archéologiques les plus extraordinaires au monde, une armée enfouie restée intacte pendant plus de 2 ans. Les paysans entassèrent les fragments en bordure du champ et ramassèrent quelques pointes de flèches en bronze pour les vendre quelques pièces. La découverte aurait pu s'arrêter là sans l'intervention de Zhao Kangmin, un responsable culturel local qui avait entendu parler de statues étranges près du puits. Il se rendit sur place pour enquêter, aperçut les figurines d'argile et comprit immédiatement qu'il s'agissait de quelque chose d'extraordinaire. Zhao commença à collectionner chaque fragment qu'il pouvait trouver et en informa l'Institut archéologique provincial du Shaanxi. Quelques mois plus tard, des équipes de fouilles arrivèrent et l'ampleur des découvertes contraignit la Chine à construire un complexe muséal entier au-dessus du site. Les nouveaux bâtiments protégeraient le site de la pluie et de l'afflux croissant de visiteurs. Nous sommes au cœur même de cet incroyable site classé au patrimoine mondial. Lorsque la première fosse fut suffisamment dégagée pour être visible, elle ressemblait à un champ de bataille silencieux, figé dans le temps. Des rangées et des rangées de soldats d'argile grandeur nature se tenaient en formation, la tête levée, leurs armures sculptées, avec une précision extrême, comme s'ils attendaient un ordre qui ne viendrait jamais. Ils étaient tournés vers l'est, direction des royaumes rivaux que le premier empereur de Chine avait conquis au XIIIe siècle avant Zhoptse. Et derrière eux se dressaient des chevaux d'argile qui tiraient jadis des chars de guerre en bois. Le bois des chars avait depuis longtemps pourri, mais les ornières dans le sol témoignaient encore de l'emplacement des roues. L'ampleur du phénomène dépassait l'entendement. Les estimations actuelles évaluent le total à plus de 80 guerriers, plus de 5 chars et des centaines de chevaux répartis dans plusieurs fosses enfouies. Seule une fraction a été mise au jour. La plus grande chambre appelée fosse, mesure environ 230 mètres de long et un peu plus de 60 mètres de large, soit une superficie au sol de 14. 200 mètres carrés couvrant environ 1,4 hectare, l'équivalent de plus de 2 terrains de football. Les soldats se tiennent sur un sol situé à 5 mètres sous la surface du sol antique et la fosse.
n'est que le début. Imaginez une immense salle souterraine, divisée en longs couloirs par d'épais murs de terre. Les archéologues décrivent 11 couloirs parallèles orientés est-ouest, dont les plafonds étaient autrefois constitués d'imposantes poutres de bois recouvertes de nattes de roseaux et de couches d'argile compactées pour assurer l'étanchéité. À l'origine, la fosse Indégué devait ressembler à une base arrière couverte prête au déploiement des troupes. À son extrémité orientale se tenait une ligne d'avant-garde, les soldats en première ligne. Derrière eux, au centre des rangs d'infanterie blindée, tiennent des armes longues. Sur les côtés et à l'arrière des troupes se déploient pour protéger les flancs. La disposition est identique à celle d'une véritable armée se préparant au combat. Si la fosse témoigne d'une démonstration de force impressionnante, la fosse, 2 révèle la stratégie. Située à proximité, elle renferme une véritable formation interarmes avec différents types de troupes disposées de concert. Les archéologues y ont découvert des unités de cavalerie complètes, chevaux, scellés des archers debout et à genoux figés en pleine action, et des équipages de chars positionnés comme prêts à combattre depuis leurs chariots. Les dénombrements récents dans la fosse. 2 font état de plusieurs centaines de guerriers, d'une centaine de chevaux et de nombreux chars répartis en sections distinctes à la manière des ailes d'une armée en opération. Certains archers agenouillés portaient encore de faibles traces de peinture sur leurs armures et leurs chaussures lors de leur exhumation. La fosse. 3 plus petites environ. 520 mètres carrés, renferme beaucoup moins de figurines, mais revêt une importance particulière. Elle ne contenait que quelques dizaines d'officiers et un char tiré par 4 chevaux disposés comme dans un poste de commandement. Les chercheurs interprètent cette pièce comme le quartier général de l'armée, d'où les commandants supérieurs dirigeaient les forces déployées dans les fosses plus vastes. La fosse 4, découverte plus tard, était vide. Une chambre inachevée laisse supposer que le projet était peut-être encore en cours lors de sa fermeture. Contrairement aux autres, la fosse 3 présente des dégâts d'incendie minimes et certains de ses pigments sont restés étonnamment vifs. Grâce à cet état de conservation, elle offre l'aperçu le plus clair de l'apparence de l'armée entière en couleur. Même après 50 ans de fouilles, le site continue de réserver des surprises. Fin 2024 et début 2025. Les archéologues travaillant dans la fosse. 2 ont mis au jour la statue d'un officier particulièrement élaboré, un commandant supérieur. Grandeur nature debout, près de 2 chars et de plusieurs chevaux. Son armure sculptée présente des motifs complexes et une haute coiffe richement ornée indique son grade. Des chercheurs chinois ont indiqué que des figurines d'un tel rang sont extrêmement rares. Seuls une dizaine de commandants de haut niveau ont été recensés depuis 1974. La manière dont ces figurines ont été fabriquées est aussi étonnante que leur nombre. Chaque guerrier mesure environ entre 1,65 m et 1,8 m et pèse plusieurs centaines de kilos. Ils sont creux mais robustes. Leurs jambes sont façonnées comme d'épais tubes d'argile. Les torses étaient modelés séparément comme de grandes coquilles. Les bras, les mains et les têtes étaient façonnés individuellement, puis assemblés alors que l'argile était encore humide. Les artisans lissaient les jointures, sculptaient les traits du visage et estompaient les détails fins à la surface. Même les ongles, les nœuds de ceinture et les coutures des plaques d'armure étaient sculptés à la main. L'analyse de l'argile révèle qu'il ne s'agissait pas d'une terre ordinaire. Les scientifiques qui ont examiné des échantillons au microscope ont identifié un mélange de loess local, un limon jaune, fin courant dans le nord de la Chine, associé à des minéraux tels que le quartz et le kaolin. Le loess se compacte facilement et sèche en formant une surface dure.
Le quartz apporte du grain et de la résistance, tandis que le kaolin lui confère douceur et plasticité. Le mélange a été préparé avec soin, probablement dans des ateliers centralisés à proximité du site, puis distribué aux équipes de production qui ont façonné et assemblé les figurines. Ce qui en résulta n'était pas l'œuvre d'un seul sculpteur de génie, mais le fruit d'une production industrielle gérée par l'État au XIIIe siècle avant Joseon-c. Des traces de ce système subsistent. La répétition de certains éléments, comme les formes de base des mains ou des têtes, témoigne de l'utilisation de moules pour la production de pièces standardisées. Pourtant, une fois la pièce moulée sortie de son moule, un artiste la retravaillait individuellement. Ces finitions à la main garantissaient qu'aucun guerrier ne soit identique à un autre. Devant ces figurines, on remarque des mâchoires, des pommettes, des oreilles, des implantations capillaires et même des expressions totalement différentes. Certains visages paraissent sereins, d'autres tendus. Certains nez sont droits, d'autres crochus. On distingue même des rides sur les lèvres comme des cicatrices. Pour déterminer si cette diversité relève d'un simple choix artistique ou si elle est inspirée de personnes réelles, des chercheurs ont eu recours à la numérisation 3D haute résolution et à l'apprentissage automatique. Un modèle d'intelligence artificielle compare des milliers de mesures infimes comme l'angle des oreilles, la profondeur du menton ou le pli d'une paupière et recherche des schémas qui échapperaient à l'œil humain. Des équipes ont effectué des numérisations détaillées de têtes de guerriers et ont constaté que la forme des oreilles et l'asymétrie faciale sont si spécifiques qu'il est difficile de croire qu'elles aient été inventées de toutes pièces. L'hypothèse privilégiée est qu'au moins certains des personnages de haut rang, notamment les officiers, pourraient avoir été inspirés de personnes réelles ayant servi sous le premier empereur. Les différences d'armure et de vêtements indiquent également le grade et la fonction. Les officiers supérieurs portent d'épaisses cuirasses à plusieurs couches et de hautes coiffes ornées. Les conducteurs de chars sont représentés avec des casques de protection et une posture stable adaptée à la tenue des reines. Les cavaliers portent des vestes plus courtes et plus ajustées, conçues pour l'équitation, et les archers à genoux sont équipés d'une armure légère, leur permettant de pivoter et de tirer. Chaque posture correspond à un rôle militaire précis. Les tons gris et bruns visibles aujourd'hui sont les vestiges de la peinture et du vernis dégradé. Lorsque les archéologues ont exhumé les premières figurines dans les années 1970, ils ont découvert des pigments éclatants encore présents à leur surface, des rouges profonds de cinabre, des bleus et des violets vifs de minéraux à base de cuivre, un rose frais, sur les joues des cheveux noirs et même des motifs décoratifs peints sur les lacettes des armures. Parmi les pigments identifiés figurait le pourpre de Chine, également appelé pourpre Han, un silicate de cuivre et de barium synthétique. Il s'agissait d'un composé synthétique, l'un des premiers pigments violets artificiels connus au monde. Ces couleurs reposaient sur une fine couche de laque, une résine naturelle extraite de la sève de l'arbre à laque asiatique. Une fois appliquée et sèche la laque, forme une couche brillante et vitreuse, semblable à un vernis transparent. Les artisans appliquaient d'abord une laque au pinceau sur les figurines en argile afin de créer une surface lisse et imperméable, puis y peignaient des pigments aux couleurs vives. Cette technique qui fonctionnait à merveille dans l'Antiquité s'est révélée désastreuse pour les archéologues modernes. Au contact de l'air, la laque ancienne séchait et se rétractait, provoquant un écaillage quasi instantané de la peinture. Lors des premières fouilles, les chercheurs ont assisté impuissants à la disparition des couleurs vives sous leurs yeux, parfois en seulement 15 secondes d'exposition. En quelques minutes, des couches entières de pigments se désagrégeaient. Ce phénomène a contraint les équipes à interrompre les fouilles et à mettre au point des stabilisateurs chimiques pour préserver les pigments restants.
Aujourd'hui, les conservateurs appliquent ces traitements dès que de nouvelles surfaces sont mises au jour, afin d'empêcher la disparition des dernières traces de peinture. Les armes découvertes aux côtés des soldats complètent le tableau d'une véritable armée. Les figurines en argile tenaient autrefois des armes fonctionnelles, plus de 40 armes en bronze au total, dont des épées de longue lance, des hallebardes, des haches-dagues, des mécanismes d'arbalète et d'innombrables pointes de flèches. Le bronze alliage de cuivre et d'étain était le matériau de choix à l'époque. La hallebarde, arme d'ast à lame saillante, permettait aux soldats de frapper leurs adversaires à distance, par exemple, en les empalant ou en les crochetant. Les archéologues ont découvert des paquets de pointes de flèches soigneusement emballées par groupe d'une centaine. L'analyse chimique a révélé que la composition de chaque paquet était uniforme mais légèrement différente de celle du paquet voisin. Au-delà des principales chambres militaires, les archéologues ont cartographié un réseau de fosses connexes disséminées sur les mêmes terres agricoles. Au cours de centaines de fouilles, ils ont mis au jour des chars de bronze enterrés avec de véritables chevaux des fosses, contenant des armures de pierre, et des groupes de figurines en argile représentant des serviteurs et des dignitaires. Une fosse représente même des artistes, des acrobates et des hommes forts en mouvement, tandis qu'une autre recrée une scène de jardin paisible, avec des canards, des grues et des cygnes en bronze disposés autour de ce qui était autrefois le lit d'un ruisseau accompagné de musiciens. Ces découvertes révèlent que le site n'était pas conçu comme une simple démonstration militaire, mais comme une version miniature du monde de l'empereur, avec ses civils, ses artistes et ses animaux. Alors, si c'est bien l'armée, qui ou quoi garde-t-elle? La réponse se trouve sous un immense tumulus qui pourrait bien être le tombeau le plus mortel jamais construit à l'intérieur du tombeau interdit du premier empereur. Au centre du site se dresse une immense pyramide de terre qui de loin paraît paisible mais qui se révèle terrifiante lorsqu'on découvre ce qu'elle renferme. Elle fut enfouie dans un tombeau sous un immense tumulus au cœur du site. Ce tumulus culmine à environ 76 mètres, soit la hauteur d'un immeuble de 20 étages, et scelle le tombeau souterrain de Qin Shi Huang, le premier empereur de Chine. Sa base s'étend sur des centaines de mètres dans toutes les directions, formant une vaste pyramide à sommet, plat, entouré de murs de protection et des vestiges d'une ancienne porte. Les archives anciennes et les études modernes s'accordent à dire que la construction de ce complexe funéraire a débuté alors que Qin Shi Huang était encore adolescent et s'est poursuivie pendant près de 40 ans d'environ 246 à 208 avant J.C. Selon les récits historiques, jusqu'à 700, 0 personnes, ouvriers, artisans et prisonniers, furent contraintes de creuser, de transporter et de construire cet immense complexe souterrain et l'énorme tumulus qui le séparait du reste du monde. Des fouilles menées à l'ouest du mausolée principal ont mis au jour des fosses communes que les archéologues associent aux ouvriers ayant participé à la construction du site. Dans une seule fosse commune, plus de 5 squelettes ont été exhumés. La plupart appartenaient à des hommes jeunes ou d'âge mûr âgés pour la plupart de 15 à 40 ans environ. Leurs ossements portent des traces de fortes contraintes physiques. Des études sur la morphologie crânienne et l'ADN ancien suggèrent que ces ouvriers n'étaient pas tous originaires d'une même région. Certains venaient du nord, d'autres du sud, et certains présentaient des caractéristiques physiques atypiques de la région du Shaanxi. Des récits ultérieurs affirment même qu'une fois les travaux terminés, certains ouvriers, et même des femmes du palais, furent tués ou enterrés à proximité afin qu'ils ne puissent révéler la nature de la construction. Les analyses et les relevés topographiques montrent que le palais souterrain n'est pas une simple pièce, mais un complexe fortifié entièrement enfoui sous terre.
À l'intérieur se trouve un mur d'enceinte en briques d'environ 4 mètres de haut. Ce rectangle intérieur mesure approximativement 460 mètres du nord au sud et 390 mètres d'est en ouest. À l'extérieur, la maçonnerie de briques s'élève un second mur de terre compacté de 30 à 40 mètres d'épaisseur et de hauteur, formant une enveloppe qui renferme le noyau. Des tunnels en pente descendant de chaque côté vers le centre. Au cœur de l'ensemble se trouve la chambre funéraire principale, mesurant environ 80 long, 50 mètres de large et près de 15 mètres de haut. Son plafond se situe à environ 30 mètres sous le niveau du sol actuel. Des traces de drains et ce qui semble être un barrage souterrain ont également été découvertes, preuve que les constructeurs avaient prévu des protections contre les inondations. Ce n'était pas une tombe ordinaire. Elle était construite comme une forteresse. Ce qui rend ce site extraordinaire, c'est que personne n'a jamais ouvert la chambre funéraire centrale. Le véritable tombeau de Tin Shi Huang, la chambre où reposerait son corps et ses trésors, demeure scellé tel qu'il était, il y a plus de 2000 ans. Les archéologues ont fouillé les alentours, mettant au jour des fosses pour chars et chevaux, ainsi que les vestiges de ce qui semble être les fondations d'un palais près du tumulus. Ils ont découvert des statues de musiciens de fonctionnaires et les contours de cours intérieures entières, agencées comme une version posthume de la capitale impériale. Mais l'entrée de la chambre centrale n'a jamais été franchie. Tout ce que nous savons de ce qui se trouve sous la colline provient de textes anciens, de sondages géophysiques et d'analyses chimiques du sol et de l'air environnant. Le plus ancien récit écrit décrivant le tombeau est celui de l'historien Sima Qian, qui écrivit au 8e siècle avant Joseon-Psé, environ un siècle après la mort de l'empereur en 210 avant G.C. Selon lui, la chambre souterraine abritait des bâtiments des palais et des tours grandeur nature remplies d'objets et de trésors inestimables. Il affirmait que l'intérieur du tombeau recréait l'Empire en miniature avec des rivières et des mers formées de mercure liquide. Le plafond, disait-il, était peint de constellations et d'étoiles, tandis que le sol représentait les montagnes et les vallées de Chine. Il décrivait des défenses mécaniques des arbalètes programmées pour tirer automatiquement sur les intrus et des lampes à combustion indéfinie fabriquées à partir de la graisse d'une étrange créature marine qu'il appelait un homme-poisson, peut-être une baleine. Pendant des siècles, les érudits ont débattu de la véracité de ces récits, se demandant s'il s'agissait de simples légendes. Mais la science moderne ne cesse de découvrir d'étranges preuves qui corroborent les dires de Sima Qian. L'un des détails les plus troublants concernant ce lieu est la présence de mercure. Le mercure est un métal liquide argenté qui reste fluide à température ambiante et libère des vapeurs toxiques lorsqu'il s'évapore. Des analyses modernes ont confirmé les dires de Sima Qian concernant la présence de rivières et de mers de mercure à l'intérieur du tombeau, et les résultats sont d'une précision inquiétante. Des analyses de sol effectuées autour du tumulus ont révélé des taux de mercure bien supérieurs à la normale pour la région. Dans certains échantillons, la Terre contenait environ un 440 parties par milliard de mercure et des analyses ultérieures ont révélé des concentrations supérieures à 200 parties par milliard. Ce type de sol a survécu à la chute de la dynastie Qin et est encore très présent aujourd'hui. À titre de comparaison, les sols typiques de cette région présentent généralement des concentrations de mercure de l'ordre de quelques dizaines à quelques centaines de parties par milliard. Des scientifiques ont même analysé l'air à l'aide d'un système laser appelé LIDAR à absorption différentielle, capable de détecter des gaz spécifiques à distance. Ils ont mesuré une concentration de vapeur de mercure dans l'air au-dessus du tumulus d'environ 27 nanogrammes par mètre cube,
contre une moyenne régionale de 5 à 10 nanogrammes par mètre cube. Ces mesures indiquent que du mercure s'échappe littéralement de la colline en ce moment même s'infiltrant vers le haut à travers des fissures malgré le scellement du tombeau. Cette contamination ne provient pas de l'industrie moderne. Les niveaux de mercure suivent le même schéma que celui observé lors d'études antérieures, réalisées à plusieurs décennies d'intervalle, et les concentrations les plus élevées correspondent à l'emplacement supposé de la chambre funéraire principale. Les recherches sur l'origine du métal pointent vers d'anciennes mines de cinabre, notamment celles de la région de Xunjiang, qui était sous domination Qin. Le cinabre, un minéral rouge vif composé de sulfure de mercure, était couramment raffiné pour en extraire le mercure. Les chercheurs estiment que d'immenses quantités de ce minerai ont été extraites et purifiées pour la sépulture de l'empereur, dépassant peut-être les 100 tonnes, soit plus de 90 tonnes de métal liquide. La teneur en mercure du tombeau serait ainsi supérieure à celle de la plupart des déversements industriels modernes. Dans la Chine ancienne, le mercure n'était pas qu'un simple ornement. On lui attribuait des vertus vitales. Les alchimistes de la cour l'incorporaient à des remèdes et des potions censées conférer l'immortalité. Si la chambre contient effectivement des canaux de mercure liquide, l'air emprisonné à l'intérieur est toxique. Une simple brèche pourrait libérer des vapeurs susceptibles d'endommager les poumons et le système nerveux en quelques minutes. Ouvrir le tombeau sans préparation pourrait s'avérer mortel. La présence de mercure n'est qu'une des raisons pour lesquelles les équipes modernes refusent de creuser directement dans la chambre. L'autre raison est la préservation. Un tombeau scellé depuis plus de 2 ans constitue un monde clos avec un équilibre unique d'air, d'humidité et de pression. Dès que ce seau est rompu, l'oxygène envahit les lieux. L'humidité se modifie et les objets fragiles peuvent s'effondrer, se décolorer ou pourrir en quelques secondes. Il s'agit du tombeau du premier empereur. Il se trouve au centre de ce qui est considéré comme le plus grand complexe funéraire. Les conservateurs du mausolée ont admis qu'il n'existe actuellement aucune technologie capable de stabiliser instantanément un espace aussi vaste dès son ouverture. Il y a aussi le risque de piège et d'effondrement de la structure. Cela peut paraître légendaire, mais c'est fondé sur des techniques d'ingénierie réelles de l'époque. Le récit de Sima Qian décrit des arbalètes automatiques installées pour tirer sur les intrus. Les armes de cette époque pouvaient tuer à courte portée. Si le bois et les tendons qui les actionnaient se seraient décomposés, les mécanismes de déclenchement et les verrous en bronze pouvaient subsister enlisés dans le sol sous une pression immense. Les radars et les analyses magnétiques modernes ont détecté des zones à forte concentration métallique et d'étroits couloirs ressemblant davantage à des points de passage étroits qu'à des allées ouvertes probablement conçues pour ralentir les envahisseurs et les contraindre à emprunter des passages restreints. Même si les pièges mécaniques sont hors service depuis longtemps, ces couloirs témoignent d'une planification défensive intentionnelle. Et au-delà de tout piège, la structure même du tombeau représente un danger. Les bâtisseurs antiques utilisaient d'imposantes poutres de bois pour soutenir leurs plafonds. Après 2 ans enfouis sous des tonnes de terre, certaines poutres ont pu se corroder ou s'affaiblir. Un simple défaut de construction du tunnel ou une vibration pourrait provoquer l'effondrement soudain de parties de la chambre. Un autre problème rarement évoqué est celui de l'eau. Le monticule se situe près du pied du mont Li, où la nappe phréatique se trouve à environ 30 mètres sous la surface. Si quelqu'un venait à forer ce système sans en comprendre parfaitement la configuration, les conséquences pourraient être catastrophiques. La boue et les eaux souterraines pourraient s'engouffrer et détruire l'intérieur en quelques minutes. Vous avez vu le genre de tombeau qui l'a fait construire. Parlons maintenant du genre d'esprit qui conçoit une telle chose. L'esprit du premier empereur de Chine, au IIIe siècle avant Zhou, c'est ce que nous appelons aujourd'hui la Chine, n'était pas un seul pays.
Ce fut un combat sans merci entre 7 grandes puissances qui s'étaient entre-déchirées pendant des générations. Des villes furent détruites et réduites en cendres. Des alliances se brisèrent du jour au lendemain. Les assassinats étaient une monnaie courante et la survie dépendait de la suspicion. C'est dans ce chaos qu'entra en scène un jeune garçon nommé Ying Zheng. Il devint roi de l'État de Qin à l'âge d'environ 13 ans. En vieillissant, il accomplit ce qu'aucun autre avant lui n'avait jamais fait, anéantir complètement les seigneurs féodaux et unifier le monde entier. Il conquit tous les États rivaux, les uns après les autres, au cours d'une série de guerres brutales qui s'achevèrent en temps 221 avant G.C. Lorsque le dernier ennemi capitula, il abandonna son ancien titre de roi et s'en créa un nouveau Huangdi, signifiant empereur. Il se proclama Qin Shi Huang, c'est-à-dire premier empereur de Qin, et désormais, il n'y aurait plus qu'un seul trône au monde, et il lui appartiendrait. Pour lui gagner les guerres n'était pas la véritable victoire. Ce qu'il avait pris lui appartenait. Cela impliquait un contrôle absolu non seulement sur les soldats et le territoire, mais aussi sur la pensée, la mémoire, l'argent, le temps et même le langage. C'est l'armée de terre cuite. 8000 guerriers furent enterrés il y a plus de 2000 ans. Le nom de son état de Qin est à l'origine du mot « Chine » en Occident. Cette appellation a perduré, car sa vision de la Chine a perduré. Même après la chute de sa dynastie, ses successeurs imitèrent son modèle. Un seul empereur à la tête d'un système unifié qui s'étendait aux 4 coins du pays. Comment maintenir l'unité d'un nouvel empire quand la veille il n'était composé que de 6 royaumes hostiles qui vous méprisaient? Vous avez effacé leurs différentes. Qin Shi Huang imposa un seul et même code de loi à tous. Avant lui, chaque ancien royaume avait sa propre monnaie, son propre système de poids et mesure, et même ses propres formes d'écriture chinoise. Il les força à s'unir. Une seule monnaie, un seul étalon de mesure, une seule écriture officielle, un seul code de loi. Cela peut paraître bureaucratique, mais c'était révolutionnaire. Si tous les essieux de charrettes avaient la même largeur, alors toutes les charrettes pourraient emprunter les mêmes ornières. Si toutes les routes avaient la même largeur, les armées et les convois de céréales pourraient se déplacer partout sans délai. Selon les archives, il ordonna que les routes rayonnent depuis la capitale, comme les rayons d'une roue de vastes autoroutes rectilignes, s'étendant sur des kilomètres, afin que messagers et troupes puissent se déplacer rapidement entre les provinces. Et il gouvernait avec une fermeté inflexible. Qin Shi Huang suivait un système que nous appelons aujourd'hui légalisme. Le légalisme part du principe que les gens ne sont pas guidés par la bonté. Ils se comportent bien parce que la loi les effraie plus que la désobéissance ne les tente. Dans ce modèle, l'État édicte des règles claires et strictes, les affiche publiquement et les applique sans pitié. L'obéissance est récompensée, la désobéissance est punie. Les nobles n'héritaient plus de leurs charges. Les gouverneurs étaient nommés par la cour centrale et destitués en cas d'échec. Le territoire était divisé en commanderies et en comtés relevant directement du trône. Cela mit fin à l'ancien système féodal, où les seigneurs de guerre locaux s'enrichissaient et faisaient sécession. Environ 8 ans après l'unification en 213 et 212 avant Joseon, sa cour lança une campagne contre ce qu'elle qualifiait de livres dangereux et d'enseignements déloyaux. Son chancelier Li Si affirmait que les écrits anciens concernant les rois précédents et les États rivaux encourageaient les comparaisons susceptibles d'attiser la rébellion. Ainsi, les ouvrages d'histoire et de philosophie, qui ne correspondaient pas à la version officielle, devaient être détruits à l'exception des exemplaires scellés dans les archives impériales. Les textes de médecine et d'agriculture furent épargnés, car jugés utiles. Selon les récits des premiers historiens, des centaines d'érudits ayant protesté furent exécutés. Le but était de contrôler la pensée. S'il n'existe qu'un seul passé officiel, alors un seul avenir peut exister.
et il lui appartient. Qin Shi Huang a également propagé sa propre légende à travers l'Empire. À partir de 219 AV, J.C. environ, il entreprit de grandes inspections de son nouveau royaume. Il gravit des montagnes sacrées, offrit des sacrifices comme un roi-dieu et laissa des inscriptions gravées dans la pierre. Le texte proclamait qu'il avait unifié tout le monde sous le ciel, écrasé les rebelles, fixé les frontières et rétabli la paix. Après l'unification, il ordonna qu'un morceau de jade inestimable soit sculpté pour devenir le sceau ancestral du royaume. Son inscription disait: « Ce sceau n'était pas un simple ornement. Il était la preuve que le droit céleste à régner lui avait été conféré et qu'il serait transmis à son prochain possesseur. » Les dynasties suivantes se le disputèrent pendant des siècles comme s'il s'agissait de l'âme même de la Chine. Malgré tous ses triomphes, il restait un ennemi qu'il ne pouvait vaincre, la mort. Au fil des ans, Qin Shi Huang devint obsédé par l'immortalité. Pour lui, mourir n'était pas naturel, c'était une défaite. Des magiciens et des alchimistes de la cour lui parlèrent d'îles lointaines, au-delà de la mer de l'Est, où vivaient des êtres immortels. Deux forces colossales s'affrontent et le destin de la Chine est en jeu. L'une d'elles, Shu Fu, devint un personnage central de la légende. Un alchimiste et marin réputé pour avoir mené des expéditions à la recherche de l'élixir de vie, vers 219 avant J. C. L'empereur envoya Shu Fu avec des flottes, des équipages, des artisans et des milliers de jeunes gens pour rapporter la potion. Il ne revint qu'avec des récits des monstres marins, des sages reclus et des excuses comme le besoin de davantage de navires. Lors de son second voyage, il disparut complètement. Selon certaines légendes, il aurait atteint une autre terre, s'y serait installé et se serait proclamé roi. L'empereur refusa de se rendre. Il convoqua d'autres maîtres des méthodes, des spécialistes des premiers temps de l'occultisme, et but toutes les mixtures qu'il préparait. Nombre de leurs élixirs contenaient du mercure. Aujourd'hui, nous savons que le mercure est un poison qui attaque les organes du cerveau, provoquant tremblements et paranoïa. Les historiens pensent aujourd'hui que ces mêmes élixirs d'immortalité ont contribué à sa mort en 210 avant le J.C., lorsqu'il s'est effondré lors d'une de ses tournées d'inspection. Il n'avait que 49 ans environ. Malgré son pouvoir, sa dynastie s'est effondrée presque aussitôt après son décès. À sa mort, le décès fut tenu secret. Son principal ministre Li Si et l'eunuque de la cour Zhao Gao falsifièrent des décrets, écartèrent l'héritier qu'ils semblaient favoriser et installèrent au pouvoir un fils cadet qu'ils pouvaient manipuler. En quelques années, des rébellions éclatèrent dans tout l'Empire. En 206 avant G. C. La dynastie Qin s'effondra. De son couronnement comme premier empereur jusqu'au soulèvement final, son règne dura à peine 15 ans. Mais tout ne fut pas vain. La dynastie suivante, les Han, conserva l'essentiel de son système. Un empereur, une bureaucratie, une autorité centralisée s'étendant sur de vastes territoires. Ils préservèrent une grande partie de son droit et de son organisation administrative, car ils étaient efficaces. Pendant près de 2 millénaires après sa mort, la gouvernance chinoise a suivi son modèle, un trône unique régnant sur tout le monde. Merci d'avoir regardé. Découvrez maintenant les vidéos qui apparaissent à l'écran pour d'autres histoires incroyables.